Bonjour, Sony A1 Mark II, une sortie Sony sérieuse en 2024, quand même. Voilà. Alors, ce que je vous propose par rapport à d'habitude, c'est de me mettre un petit peu dans la peau d'un acheteur, d'un boîtier de cette gamme-là, c'est-à-dire, quels sont les critères? Je veux un boîtier qui soit plein format, haute résolution, à capteur empilé, afin d'être absolument le plus polyvalent possible, quitte à y mettre le prix qu'il faut, aussi bien en photo qu'en vidéo, avoir un peu le must de ce qui peut se faire dans les deux domaines, hein, en tout cas. Voilà l'objectif que je me fixe. Je suis un acheteur, alors soit qui vient d'un boîtier concurrent. Alors les boîtiers concurrents jusqu'à maintenant, c'était le prédécesseur du A1 Mark II, le A1 Mark I, qui est sorti il y a à peu près 4 ans. Et puis, bien entendu, le Nikon Z8. Alors on peut y mettre aussi le Nikon Z9 à la limite, hein, mais c'est quand même pas du tout les mêmes gabarits. Voilà, je suis pas sûr que ça soit bien fondé, quoi, comme comparaison. Alors de même, on va le dire tout de suite, hein, que la comparaison n'est pas fondée du tout, contrairement à ce que j'ai pu des fois entendre ici ou là, avec un Canon R1. Voilà, ça n'a aucun sens, à part que oui, ils sont au même prix, donc ça évidemment c'est un détail, mais je veux dire, c'est des boîtiers qui n'ont rien à, enfin pas qui n'ont rien à voir, mais enfin ils n'ont pas la même utilité. Hein, en tout cas, rappelons que le R1 n'a entre guillemets que 24 mégapixels. Le R1, c'est un concurrent direct pour le coup du Sony A9 III, hein, mais pas de cet A1 Mark II, dont je répète, les concurrents naturels sont, me semble-t-il, le Nikon Z8 et le Canon donc R5 Mark II. Voilà, qui est en train de me filmer d'ailleurs en ce moment. Alors je me mets donc à la place d'un acheteur qui viendrait donc du A1 précédent ou qui viendrait, je dirais, du milieu de gamme et qui veut upgrader, hein, qui veut progresser dans sa pratique et qui est à la recherche donc de ce mouton à 5 pattes. Voilà, et il va étudier les trois boîtiers comparativement et voir ce qu'apporte vraiment ce Sony A1 II en plus ou ce qu'il a en moins, etc. On y va, c'est parti. Alors, on va commencer bien sûr par le boîtier en lui-même. Alors, je suis acheteur soucieux d'un boîtier charpenté. Je veux un boîtier charpenté de la taille des réflexes numériques haut de gamme qu'on avait encore il y a 10 ans. C'est quoi ces boîtiers de freluquet là, le Canon R5 II et le Sony A1 II? Non, moi je veux du gros, du lourd. Eh ben, j'achète un Z8, hein. C'est évident parce qu'il y a quand même un sacré écart de poids et de gabarit entre le Z8 et les deux autres. Voilà, ça c'est dit. À l'inverse, évidemment, je suis un acheteur qui est bien content qu'on soit passé aux hybrides pour la compacité que ça amène dans les boîtiers sans aller à l'excès évidemment, hein, parce que ce soit le cas du Canon ou du Sony, on est sur des boîtiers qui tiennent tout aussi bien en main qu'un Nikon Z8, sauf qu'ils pèsent entre 150 et 200 grammes de moins, et ils sont plus petits aussi, entre guillemets, mais encore une fois, pas trop petits, bien entendu. Alors le plus étroit peut-être de la bande, c'est le Sony, hein, mais ça va, il tient très bien en main. Là, il y a même eu une évolution encore avec cette dernière génération, hein, il reprend le corps de l'A9 III, qui a une très bonne prise en main. Ensuite, l'ergonomie, c'est aussi bien sûr les boutons, les molettes. Hein. Et là, je suis un acheteur qui veut ce qui se fait de mieux. Alors, on va commencer par les molettes, par exemple. Hein. Je vais regarder du côté du Sony, hein, c'est évident, parce que les deux autres, mais enfin, l'acheteur, il va se dire, mais c'est quoi ces antiquités qui ne sont pas fichues d'avoir le truc logique maintenant, c'est-à-dire deux roues, évidemment, hein, et une troisième, surtout qui sert à la fois de roue, de pad et de boutons personnalisables. C'est exactement ce que fait le Sony du coup, et les antiquités que sont Nikon et Canon,
Ben, il y en a un, il a carrément pas de troisième roue, comme ça c'est réglé, avec tous les défauts que ça entraîne derrière en termes de souplesse à la prise de vue. En revanche, il a bien un pad. Le Canon, lui, il a bien la troisième roue, d'ailleurs très ergonomique dans le sens où elle tombe parfaitement sous le pouce, hein, elle est assez grosse et tout, mais elle est absolument pas cliquable dans les 4 directions, donc il n'y a pas de pad et ça enlève de fait 4 boutons personnalisables, et comme on va le voir en plus, c'est pas le nombre de boutons qui caractérise vraiment positivement le Canon R5 Mark II. Voilà, donc pour les roues. Ensuite, je suis sensible à la personnalisation de mon boîtier. Bah là, c'est pareil. Alors, je dis pas qu'on ne peut pas personnaliser les Canon et les Nikon, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire sur un Sony. Sur un Sony, on peut mettre pratiquement l'intégralité des fonctions du boîtier sur les boutons, qui sont en plus doublement personnalisables en photo et en vidéo. Le Canon, heureusement, qui sont aussi doublement personnalisables, parce qu'il y en a quand même moins, et puis surtout la personnalisation va beaucoup moins loin, hein. Il y a beaucoup moins de fonctions qu'on peut mettre sur les boutons. C'est un peu pareil chez Nikon, hein, très clairement. Alors les trois ont bien le switch photo-vidéo. À propos des boutons personnalisables, donc c'est le Canon qui en a le moins, hein, très clairement, et il pourrait en avoir facilement 2 de plus, allez même 6 de plus, si cette fameuse roue était cliquable, mais même sans ça, vous savez, chez Canon, vous avez les boutons qui sont marqués en bleu, hein, au dos du boîtier, et là c'est pas touche, c'est Canon qui a décidé qu'ils auraient ces fonctions-là, et c'est comme ça. Alors, il y en a une en particulier qui est en haut à gauche du boîtier qui s'appelle la touche Rate. Alors, typiquement, c'est le genre de touche que je pense qu'il n'y a quand même pas 50% des utilisateurs Canon qui s'en servent, hein. Et donc, ça serait absolument logique qu'elle soit personnalisable au même titre que la touche iPhone, je ne sais pas, la touche centrale au milieu de la roue, les touches qui servent normalement par défaut au collimateur autofocus, enfin, tout est reprogrammable, mais pas celle-là. Je ne sais pas ce qui leur passe par la tête là à Canon, ça n'a aucun sens. De même, la poubelle, vous savez, la poubelle en prise de vue, quand vous êtes en prise de vue, elle ne sert à rien la poubelle. Sur un boîtier Sony, c'est un bouton d'action personnalisable. Alors chez Nikon, je ne sais plus, je ne crois pas, hein. En tout cas chez Canon, c'est sûr que non. Voilà. Donc je dirais dans l'ordre, si je suis l'acheteur qui met de l'importance là-dessus, là encore une fois, je vais plutôt vers le Sony. Ok. Alors, toujours si on fait un peu le tour du boîtier, alors les trois ont le HDMI pleine taille, donc là c'est plus un souci. Le Sony, il a une prise en plus Ethernet, alors bon, j'avoue, il faut en avoir l'usage. Ensuite, on a les écrans et les viseurs. Alors les viseurs, on va dire dans l'ordre, le moins défini, c'est peut-être pas forcément le moins bon pour autant, mais c'est le moins défini, c'est celui du Nikon Z8. Ensuite, on a le Canon R5 II et on a le viseur 9,44 millions de points sur le A1 II. Pour autant, est-ce que ça fait une grosse différence? Honnêtement, je pense pas, enfin en tout cas, je pense pas que ça déciderait vraiment un acheteur. Contrairement à l'écran, où là, ça peut être une espèce de critère d'achat à lui tout seul. Parce que là aussi, l'acheteur, il peut se dire, mais c'est pas possible, Canon, ils nous sortent un boîtier là, en milieu 2024, et puis, avant, il y a un an, il y a eu un petit peu plus d'un an, le Nikon Z8. Alors, il y en a un, il a opté pour l'écran, qui reste toujours dans l'axe, mais qu'on ne peut pas faire pivoter et puis auquel on ne peut pas donner non plus des angles, hein, pour des prises de vue assez originales en photo, hein, je veux dire. L'écran sur rotule, il ne sert pas que à se filmer, hein, en le retournant. Comme son nom l'indique, il est sur rotule et donc il permet des cadrages assez acrobatiques que permet quand même pas l'écran du Nikon Z8. Donc en plus de ne pas pouvoir se filmer comme ça, là, pour une petite vidéo YouTube par exemple. Bon, le Canon, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors le Canon, oui, lui il l'a bien, l'écran sur rotule, mais enfin ça fait 10 ans que les boîtiers Canon ont
un écran sur rotule, bon, donc c'est très bien, hein, attention, aucun reproche là-dessus. D'ailleurs, la preuve, c'est que moi, là, si je ne l'avais pas, je serais bien embêté. N'empêche que, des fois en photo, quand je ne peux pas le laisser plaquer parce que je suis en plongée ou contre-plongée, j'aimerais bien quand même qu'il puisse rester dans l'axe. Et ben non. Voilà. Donc là aussi, moi je suis un acheteur sensible à ce point, je vais direct sur le Sony, hein, avec son génial écran. On ne comprend pas encore que les autres s'y soient pas mis, notamment des appareils récents comme le Canon. Bon, voilà. Alors, est-ce qu'on a fini le tour complet? Non, parce qu'il reste les cartes mémoire. Alors, là je dirais, c'est un point partout, hein. Le Canon et le Nikon, ça peut me gêner en tant qu'acheteur professionnel parce qu'ils n'ont qu'une carte à haut débit, hein. Ils n'ont qu'une carte CF Express et l'autre c'est une carte SD. Et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je vais enfoncer le clou, une carte SD sur ces boîtiers, ça n'a aucun sens. Voilà, c'est tout. Surtout que les cartes CF Express type B ont tendance à pas être trop cher, on va dire, tout en offrant des débits monstrueux, hein, très clairement, qui suffisent alors à tous les usages de ces deux boîtiers. Le Sony, alors le Sony c'est bien parce que lui il a les deux emplacements pour carte CF Express, mais c'est la CF Express de type A, et la CF Express de type A, comme elle n'a aucune concurrence puisqu'il n'y a que Sony qui l'utilise, eh bien elle a tendance à être plus chère, nettement d'ailleurs, que la CF Express de type B, et surtout elle n'offre pas les débits de la CF Express de type B, ce qui a certainement des conséquences, comme on va le voir un peu plus loin, dans le domaine de la vidéo sur le Sony. Bien, on en a fini là cette fois-ci avec le tour du boîtier. Maintenant, on va parler capteur. Alors, j'ai dit que je mettais dans mes priorités d'acheteur le capteur haute résolution. Bah, c'est bien le Sony qui a la plus haute résolution, mais en même temps 5 mégapixels de plus que 45, hein, c'est pas comme si on disait 5 mégapixels de plus que 20 mégapixels, hein, ça fait pas du tout le même pourcentage d'augmentation, ça fait pas grand chose de plus on va dire, mais c'est quand même lui malgré tout qui détient la palme des trois de la plus haute résolution. Ensuite j'ai dit je voulais un capteur empilé. Alors quitte à vouloir un capteur empilé, bah, j'aimerais bien le plus rapide du marché, enfin le plus rapide possible. Alors à ce petit jeu, je ne sais pas qui de Sony ou de Nikon a le plus rapide, mais c'est clair que l'un comme l'autre ont un capteur électronique sensiblement plus rapide que celui du Canon. Pour autant, je suis un acheteur qui veut un boîtier comme celui-ci pour pouvoir faire de la photo animalière, notamment, ou de la photo de sport, sans qu'il y ait du rolling shutter à tout bout de champ. Le capteur empilé du Canon R5 Mark II suffit dans 99,9% des situations. Avant de voir la différence avec les capteurs un peu plus rapides donc des deux autres, il faut se lever le matin, il faut trouver une utilisation vraiment particulière, hein. Alors que, évidemment, entre capteur pas empilé et capteur empilé, là on en trouve comme on veut des exemples. Là, c'est pas la même chose, je veux dire, hein. Bon, n'empêche que c'est bien le Sony et le Nikon qui ont le capteur le plus rapide. Le carton rouge dans le domaine du capteur, enfin de l'obturation, pardon, plutôt, c'est pour le Nikon qui n'a pas d'obturateur mécanique. Il a beau avoir un super obturateur électronique, il n'est pas à l'abri des problèmes de banding de temps en temps et il aurait un obturateur mécanique, ça lui ferait pas de mal. Surtout que, en tant qu'acheteur, là je vais être très taquin, mais ça sert à quoi d'avoir fait un boîtier aussi gros si en plus on lui a enlevé l'obturateur mécanique? Ça fait belle lurette qu'ils n'ont plus de miroir, mais oui, c'est les mirrorless. Bon, eh ben, il est aussi gros quand même qu'un ancien réflexe numérique. Il y a un problème quand même là chez Nikon, ou alors c'est une volonté de faire des boîtiers énormes, on ne sait pas. Voilà, en tout cas, les deux autres ont bien un obturateur mécanique et grand bien leur face. Alors,
Ensuite, le sujet de la rafale. Alors, c'est le sujet brûlant, la rafale, parce que, bah oui, je suis acheteur de ces boîtiers, j'ai envie de la rafale maximum, évidemment, et d'un buffer quand même qui me permette, je veux dire, d'être à l'aise sur les photos que je vais prendre à ces vitesses-là. Alors, à ce petit jeu-là, le Canon n'a pas un buffer énorme. Oui, parce qu'on va commencer par le buffer. N'a pas un buffer énorme quand il est à sa rafale maximum, à savoir 30 photos par seconde. Quand on dit pas énorme, il peut faire à peu près 3 secondes et demie de rafale à 30 photos par seconde. Alors, moi je ne sais pas les utilisations de chacun, mais moi la mienne en tout cas elle est très claire. Je m'en sers de cette rafale, ça il n'y a pas de problème, avec les petits oiseaux là au décollage et tout. Enfin même 3 secondes et demie, j'en ai jamais besoin, c'est 2 secondes maximum, vraiment maximum. Alors autant je pouvais aller taper le buffer sur le Canon R7 que j'ai eu là, oui, mais pas sur ce R5 II. Bon, mais admettons quand même qu'on ait besoin de plus. Alors, le Nikon fait mieux, mais le Nikon, le problème c'est que lui il est limité à 20 images par seconde, donc c'est pas tout à fait pareil, 20 et 30. Si on mettait le Canon à 20 images par seconde, parce qu'on peut le mettre à 20 images par seconde, sa rafale est beaucoup plus conséquente, là aussi, en nombre de photos prises. Alors, j'ai pas le chiffre en tête, mais enfin c'est évident, quoi. Donc il faut comparer ce qui est comparable, voilà, je veux dire. Alors, quand je dis que le Nikon, il a 20 photos maximum, c'est parce que c'est en RAW. On parle en RAW, bien sûr. Pourquoi on parle en RAW? Parce que quand on utilise ce type de rafale, c'est justement souvent sur des photos animalières comme celle-ci, on est souvent avec des très longues focales, donc avec des ouvertures fatalement réduites, et avec une luminosité qui n'est pas forcément top non plus. Tout ça combiné fait qu'on va monter assez fortement dans les ISO et que donc si on ne prend pas en RAW, ça n'a pas de sens. Donc évidemment, on parle en RAW pour les rafales. Ces 3 boîtiers ont aussi le prédéclenchement. Mais le prédéclenchement sur le Nikon, là aussi c'est carton rouge et il se fait qu'en JPEG. Même problème, parce que ce prédéclenchement, on s'en sert justement dans le même genre de photo que celle que je viens de décrire, c'est-à-dire qu'il s'est couplé souvent avec la rafale à 30 images par seconde. Si c'est pour avoir les photos du prédéclenchement, celle justement où on va récupérer le sujet qu'on voulait photographier en JPEG, ça n'a aucun intérêt. Donc carton rouge pour le Nikon. Là-dessus, moi je suis acheteur d'un boîtier pour justement sa rapidité en rafale et d'autofocus, on va y venir évidemment juste après. J'achète pas le Nikon, clairement. Alors, sur les deux autres, on indique Canon, bon, ça va, honnêtement, moi je trouve que ça va, mais c'est pas aussi bien que par exemple le Sony. Alors, je suis acheteur d'un de ces boîtiers, j'ai été voir le test donc de Damien Bernal du nouveau Sony A1 Mark II, au passage rafale. Et donc, Damien il nous a comparé le buffer d'un R5 Mark II avec celui d'un Sony A1 II, et à 30 images par seconde en RAW pour les deux. Et là, on s'aperçoit que le buffer du Sony est beaucoup plus capacitaire. On peut carrément rester appuyé 10 secondes à 30 images par seconde, ce qui, à mon avis, n'a pas de sens. Mais bon, pourquoi pas, alors qu'effectivement, on ne peut pas sur le R5 II, il faudra d'abord que le buffer se vide. Voilà. Bon, ok. Alors, la petite subtilité qu'il y a, on va aller voir ça tout de suite. Voici un tableau extrait de la notice des deux boîtiers. Alors, sur le Canon, comme on voit, il indique le nombre maximum de vues en rafale à 30 images par seconde en RAW, mais on n'a rien de précisé de plus que RAW, quoi. On ne sait pas si c'est le RAW normal ou si c'est le RAW compressé de Canon, le C-RAW. Bon, ok. On va aller voir la même chose chez Sony. Et là, on va se rendre compte
de l'esbrouf. Alors moi, je vous le dis tout de suite, je suis acheteur, je vois ça comme ils essayent de la faire à l'envers dans leur notice, j'achète pas le Sony. Hein. Alors, je m'explique. Regardez bien. 200 photos en RAW, en rafale à 30 images par seconde. Merveilleux. La ligne du dessous, en RAW compressé sans perte. Ah bah là, c'est c'est pareil que le Canon, quasiment quoi. Et ensuite, on a le RAW non compressé. Et là pour le coup, c'est pas mieux que le Canon. Ah, et alors, mais le premier RAW, là, où il y a 200 images par seconde, c'est quoi ce RAW? Ah, bah c'est le RAW compressé avec perte de Sony. Hein, mais ils se gardent bien de l'écrire, évidemment. Hein. Alors, sur un boîtier Canon, il n'y a pas de RAW compressé avec perte. Alors, vous allez me dire, c'est un peu stupide. À partir du moment où c'est du RAW compressé, c'est pas magique. Hein. Il y a forcément une petite perte à un moment. Bon. Le fait est que ce qu'ils appellent le compressé sans perte, Sony notamment, qui équivaut donc au C-RAW chez Canon, eh bien, il y a vraiment une différence minime entre le RAW, le vrai et le pur, hein, non compressé, et ce compressé, entre guillemets, sans perte. Il faut vraiment des utilisations assez extrêmes pour justifier d'utiliser plutôt le RAW non compressé que ce fameux compressé sans perte. Mais Sony, eux, ils y ont ajouté un troisième type de RAW justement pour nous la faire à l'envers sur les rafales. C'est le RAW compressé avec perte. Et là, il est bien noté avec perte, pas là évidemment dans ce document, mais je peux vous garantir que c'est ça. Hein. Ayant eu un Sony A7 IV, je sais de quoi je parle, parce que le Sony A7 IV, si vous ne le mettez pas en RAW compressé avec perte, déjà qu'il n'est pas rapide en rafale, là, il tombe à je sais plus, 6 photos par seconde si vous le mettez en compressé sans perte ou évidemment en non compressé. Voilà. Alors là, ça ne change pas la rafale, mais alors par contre, ça change méchamment le buffer. Alors voilà, ce que je veux dire, c'est quand Damien Bernal il nous a montré ça avec son chronomètre, évidemment que le Sony était en RAW compressé avec perte. Alors vous allez me dire, au moins il a ça à la limite, si vraiment on a besoin d'un buffer gigantesque, on peut. Mais voilà, il faut le présenter comme ça alors, à ce moment-là. Hein, et pas dire, oulala, il a un bien meilleur buffer que le Canon R5 II. C'est faux. Bien. Alors, le retour vite fait au Nikon. Hein. Donc le Nikon, lui, quand il est à sa rafale maxi en RAW, il a un buffer très conséquent. Hein. Lui, pour le coup, en vrai RAW, là. Voilà. Donc, ok, on a fait le tour pour cette rafale. Je pense que ça méritait quand même qu'on s'y arrête, parce que c'est quand même une des qualités de ces boîtiers, bien entendu. Ensuite, continuons en photo. Alors, on a bien sûr la stabilisation aussi qui rentre en jeu. Alors ça, c'était un peu le point faible des boîtiers Sony jusque-là. Moi, je suis acheteur. Maintenant, je dis, il n'y a plus beaucoup de différence entre ces trois boîtiers. La stabilisation Canon, on le sait, elle a toujours été très bonne là, depuis la sortie du R5 et du R6. Elle a encore un petit peu progressé dans le R5 II. Donc, c'est sûr qu'on ne va pas être déçu par la stabilisation Canon. La stabilisation Nikon, elle est peut-être un petit ton en dessous. Hein. La stabilisation Sony a été un gros ton en dessous jusqu'à maintenant, mais là, visiblement, ils ont quand même bien progressé. Il faudra les tests poussés, mais enfin, voilà, hein, ça a l'air quand même d'être ça, quoi. Donc, voilà pour ça. Alors, après, il y a la qualité d'image en tant que telle. Hein. Donc j'ai oublié quand même de dire que je suis acheteur d'un de ces trois boîtiers. Je veux aussi celui, si possible, qui a la meilleure qualité d'image. Alors vous imaginez bien qu'en 2024, il n'y en a pas un qui va, enfin deux par rapport à un autre qui va les enterrer. Voilà, il n'y en a pas un qui va enterrer les deux autres ou deux qui vont enterrer le troisième, quoi. Hein. Tout ça, c'est très très proche. Maintenant, on sait hein, que Sony, au niveau des capteurs, de la dynamique notamment et de la montée ISO, c'est les meilleurs. Hein, et ça a l'air de se vérifier à peu près dans les premiers tests qu'on peut voir.
c'est en dynamique, c'est un petit peu mieux que le Canon R5 II et que le Nikon Z8. En montée ISO, pas forcément, mais honnêtement, je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, aujourd'hui, la montée ISO, alors évidemment, s'il y avait 2 stops d'écart entre les boîtiers, je ne dirais pas ça, mais la montée ISO pour même pas un demi-stop, peut-être, c'est même plus un sujet du tout, quoi. Hein. Donc, c'est plus sur la dynamique, effectivement, ça sera un petit peu mieux. Avec le Sony, c'est sûr, quand il faudra vraiment rattraper des sous-expositions extrêmes, hein, notamment. Voilà. Donc là, on a fait le tour en photo. Maintenant, je suis un acheteur aussi de ces boîtiers pour leur capacité vidéo superlative. Hein. Et là, il y a une différence plus sensible entre les boîtiers, en tout cas entre deux et un autre. Et là, je suis l'acheteur, je suis obligé de me dire, il faut bien que je vois si je suis prêt à faire les compromis en vidéo qu'ont pas les deux autres, quoi. Hein. Alors, ces compromis, essentiellement, c'est que le Sony A1 Mark II ne peut pas tourner en RAW ni en ProRes, donc ni en ProRes, ni en ProRes RAW, ni en RAW propriétaire. Hein. Alors que le Nikon, lui, il a la totale, il peut tourner en ProRes RAW et en RAW propriétaire Nikon. Et le Canon R5 II, il peut tourner en RAW propriétaire Canon. Voilà, donc ça fait quand même une différence certaine. Ensuite, le A1 Mark II, il a de la 8K, mais contrairement aux deux autres, elle ne monte pas à 60 images par seconde. Alors ça, c'est presque surprenant hein, pour un boîtier qui sort là maintenant. C'est-à-dire qu'il n'évolue pas à ce niveau-là par rapport au prédécesseur. Le prédécesseur avait la 4K 120, il a toujours la 4K 120, mais contrairement au Canon et au Nikon, il y a un petit crop de 10% quand même sur la 4K 120 qu'il n'y a pas sur les deux autres. Voilà. Ensuite, en vidéo toujours, on a le S-Log 3 de Sony qui est très bon, hein, qui est reconnu quand même très bon. Mais il était surtout très bon par rapport au Canon C-Log 3, ça c'est sûr, mais depuis que Canon a sorti le R5 II, ils ont mis le C-Log 2 qui est bien meilleur. Et donc, il faudrait voir, mais il se pourrait que le C-Log 2 offre encore mieux que le S-Log 3. Hein. Alors, je ne suis pas assez spécialiste pour le dire, mais enfin, il y a moyen, on va dire. Voilà. Et pour la vidéo, après, il y a évidemment la stabilisation. Là aussi, hein, donc c'est là que Sony avait vraiment un temps de retard. Canon a une très bonne stabilisation du moment que vous le couplez à un objectif stabilisé. Alors là, il y a beaucoup d'objectifs stabilisés chez Canon hein, pour avoir l'effet de la double stabilisation. Il y a toujours un petit peu au très grand angle des petits effets de wobbling qui ont été bien réduits hein, quand même. Voilà, donc Sony, normalement, ils sont réputés pour pas avoir ces problèmes de wobbling. Maintenant, leur stabilisation n'était pas très satisfaisante jusque-là. Là, elle a l'air d'être mieux, donc il faudra voir. Après, on ne fait pas non plus de la vidéo sans arrêt, à main levée, hein, quand même. Aussi, il faut raison garder sur ce sujet-là, bien entendu. Donc, je suis acheteur de ces 3 boîtiers sur le volet vidéo. Je m'oriente plus vers le Canon ou le Nikon. Hein. C'est étonnant quand même de dire ça. On se replace un peu en arrière. À gamme équivalente, je m'oriente plus vers Canon ou Nikon pour la vidéo que vers Sony. Amusant comme constat. Bon, voilà. Alors, est-ce que tout est dit? Est-ce que l'acheteur il a toutes les billes en main là? Bah ouais, quasiment. Alors j'ai peut-être oublié quand même 2-3 trucs. Vous me direz dans les commentaires, hein, bien entendu. J'ai pas oublié. Hein. Il y a quand même une donnée maintenant sur laquelle l'acheteur va se pencher. C'est le prix. Bah oui, quand même. Hein. Et là, comment dire? On a l'impression qu'ils ne sont pas du tout dans la même gamme, ces boîtiers. Enfin, il y en a deux, oui, on comprend qu'ils sont dans la même gamme. Hein. La différence de prix entre les deux est entre 100 et 200 euros. Alors Z8, il est plus facilement en promotion parce que il est plus ancien.
que le Canon R5 II. Pour l'instant, il ne bénéficie pas de promotion, mais quand le Z8 est à son prix normal, ben on est, ouais, c'est ça. C'est à peu près 150 € d'écart entre les deux. Le Sony A1 Mark II, il coûte 2800 € de plus qu'un Canon R5 II. Ok. Alors, là, on va revenir point par point, là, quand même. Parce que moi, je suis l'acheteur. Là, je me dis, ils ont craqué ou c'est quoi, là, le truc? Parce que, au vu de tout ce qu'on vient de voir ensemble, hein, dans ce petit comparatif, oui, il y a des points forts pour le Sony, mais comme il y a des points forts pour le Canon, et comme il y a des points forts sur le Nikon, alors, à mon avis, quand même, un petit peu moins globalement, hein, sur le global, un petit peu moins, je trouve, de points forts pour le Nikon. Ça se joue plus un peu entre le Canon R5 II et le Sony A1 Mark II, et c'est logique, c'est les deux derniers boîtiers sortis, mais qu'est-ce qui justifie une telle différence de prix? Parce que, oui, ok, il y a les 5 mégapixels de plus, il y a le super écran, ça je dis pas le contraire, hein. Ça, pour moi, c'est la plus grosse différence entre les deux boîtiers, c'est celle-là, je trouve. Voilà, mais le Canon, il va se rattraper en vidéo, et puis en photo, c'est loin d'être un mauvais boîtier, hein, évidemment. Et donc, bon, je sais pas, c'est curieux. Ah oui, j'ai quand même oublié de parler de l'autofocus. Bah oui, mais pourquoi j'ai oublié d'en parler? Parce que pour le coup, alors je vais parler entre Canon et Sony. Ils ont tous les deux la dernière mouture des autofocus de leurs constructeurs respectifs. C'était déjà les meilleurs du marché jusque-là. Alors, il faudrait vraiment faire des tests très poussés, mais dire quel est celui qui est meilleur que l'autre, c'est carrément mission impossible, et c'est dire que ce n'est pas un avantage décisif du Sony, hein. Ça, je peux vous le dire, le Canon R5 II, il a certainement un autofocus au moins aussi bon que le Sony A1 Mark II. Et oui. Donc voilà. Donc c'est pas ça qui va les différencier. Alors, le Nikon, il a un bon autofocus, attention, mais il est peut-être un ton en dessous, hein, quand même du Canon et du Sony. Voilà pourquoi je disais aussi que le Nikon, il est peut-être un petit peu plus en retrait quand même, globalement, hein. C'est pour ça que moi d'ailleurs, dans ma vidéo comparative Canon R5 II contre Nikon Z8, voilà, pourquoi j'ai expliqué pourquoi d'ailleurs je choisissais le Canon R5 II, hein. Mais là, revenons au prix du Sony. Moi, je me mets donc à la place, là, sérieusement, hein, d'un acheteur qui vient du milieu de gamme et qui veut vraiment upgrader là pour avoir quelque chose de plus conséquent. Donc, il est prêt à changer, je veux dire, de constructeur, hein, dans le switch et à revendre ses objectifs. Mettons, alors on sait bien que quand on revend des objectifs, on y perd toujours un petit peu quand même, hein, forcément. Mais là, alors on pourrait se dire, ouais, non, mais le Sony, par contre, moi, les avantages qu'il a sur les deux autres, c'est exactement ce que je veux. Mais 2800 € de plus, enfin, c'est n'importe quoi. J'ai fait le switch, je ne vais pas prendre le Sony, à moins que j'ai aucun problème d'argent, évidemment, mais... Voilà. Alors, peut-être le dernier argument en faveur du Sony, bien sûr, on le sait, c'est que la monture, elle est archi ouverte, et même elle est déjà archi complète en objectif Sony. Donc oui, d'accord, hein. Sur le côté ouvert, il faut quand même être bien conscient que vous montez un Sigma ou un Tamron sur ce boîtier. Déjà, ça m'étonnerait qu'il y en ait qui le fassent, parce que quand vous achetez un boîtier à ce prix-là, à mon avis, c'est pour y mettre les objectifs GM de Sony, hein, parce que sinon je ne vois pas trop l'intérêt. Bon, bref. Mettons que vous mettiez un Sigma ou un Tamron dessus, adieu les 30 images par seconde, hein. D'accord, vous tombez à 15, il vous bride un petit peu sur l'autofocus, il vous bride carrément sur toutes les fonctions, genre compensation du focus breathing, des trucs comme ça. Faut le savoir, quoi. Il y a des bridages certains, hein. Donc, bon, sur les boîtiers plus milieu de gamme, ça ne se voit pas parce qu'ils ne vont pas brider une rafale qui est déjà très faible, hein, évidemment. Par contre, ils brident toujours quand même, malgré tout, les petites fonctions annexes. Mais là, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de gens qui mettent des objectifs tiers sur un Canon, sur un Sony A1 Mark II ou A1 tout court d'ailleurs.
Donc, c'est pas ça qui va forcément bien le différencier. Alors, il y a peut-être un petit peu plus de références, même en objectif Sony, peut-être, oui, d'accord, que chez Canon ou chez Nikon. Mais c'est pas non plus... Enfin, je veux dire, les deux autres ont progressé, là, quand même, depuis quelques années, hein, en nombre de références. Voilà, bah écoutez, ça sera tout, parce que moi, les vidéos que je vois de présentation des youtubeurs classiques, hein, qui soient français, enfin français, là, il y a toujours, c'est surtout Damien, hein, Bernal, mais après, j'en regarde d'autres, hein, je veux dire, anglais, américain, australien, tout ce que vous voulez. Et ils disent tous un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ils disent, est-ce que ça vaut le coup d'upgrader si tu as déjà le A1, quoi. Puis alors, ils argumentent suivant ton utilisation, machin. Bon, ok. Donc du coup, comme le 1, il était quasiment au même prix, du coup, le facteur prix, il le passe quasiment sous silence, quoi. Mais faut pas délirer non plus, quoi. Là, quand on le compare à la vraie concurrence, hein, et pas de savoir si on va upgrader d'un A1, il se fait laminer, quoi. Enfin, je sais pas. Ou à moins que je me trompe et qu'il soit vraiment si supérieur que ça dans tous les domaines. C'est 2800 €, quoi. Enfin, 2800 €, quoi. Alors, si vous voulez, le A9 III, qui est au même prix d'ailleurs, 7500 €, j'ai oublié de dire, hein, le A9 III, il a une technologie de capteur qui est complètement nouvelle que personne d'autre n'a. Donc il n'y a pas de concurrence sur ce domaine précis. Alors, bah oui, à ce moment-là, il peut coûter ce prix-là. Je veux dire, on n'a pas de base pour se dire ah non, c'est trop cher par rapport à un autre. Voilà. Hein. Le problème du Sony, c'est quand il est le 1 tout court, quand il est sorti en début 2021, il y avait pareil, il y avait zéro concurrence parce que personne faisait de la haute résolution en plein format avec un capteur empilé. Donc il pouvait un peu le vendre au prix qu'il voulait, forcément. Ah bah ouais, mais là, la concurrence, maintenant, il y en a, en fait. Le Z8, il est arrivé quand même il y a 1 an et demi. Hein. Je pense que ça a fait déjà du tort au Sony A1. Surtout qu'il est arrivé avec des specs, en vidéo notamment, avec des specs supérieurs au Sony A1. En photo, bon, quand même 10 images de moins par seconde en RAW, etc. Hein, mais l'histoire du JPEG, tout ça en prédéclenchement, bon, le 1 précédent, il n'y avait pas de prédéclenchement de toute façon, donc voilà. Mais encore une fois, un boîtier quand même vraiment beaucoup plus conséquent qui peut rebuter, hein, moi le premier. Voilà. Mais maintenant, on a en plus le R5 II, et là, je ne sais pas, moi, comment après, ils savent faire une politique de prix, hein. Enfin de prix, ils font une étude de marché, je pense quand même, une entreprise comme Sony avant de mettre un prix sur un produit. Mais là, c'est quand même surprenant, hein. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi je trouve que c'est un très beau boîtier, hein. Ça, attention, hein, je dis pas le contraire. Il y a peut-être quelques avancées qui sont un peu timides par rapport au précédent, hein. Mais bon, c'est un peu comme... quand Canon ils ont sorti le R5 II, finalement, il a quand même progressé, hein, par rapport au R5, mais il n'a pas renversé la table non plus complètement, hein, c'est-à-dire notamment en vidéo, le R5 il avait déjà de la 4K 120, il avait déjà de la 8K. Alors ouais, le R5 II il a ajouté la 8K 60, il a surtout ajouté le C-Log 2, le RAW en vidéo, voilà, ok. Hein, bien sûr, mais c'est resté le même boîtier, hein, à peu près, etc. Alors, chez Sony, c'est encore pire, entre guillemets, au niveau de l'évolution, mais en même temps, le capteur, oui, parce que le Canon, il a amené quand même le capteur empilé, hein. Ça, la différence essentielle, même, on va dire. Le Sony, il avait déjà le capteur empilé, donc effectivement, mais il y a quand même 2-3 autres choses. Alors justement, j'y reviens juste une minute, hein, mais en vidéo, pourquoi justement il n'a pas du RAW, du ProRes, tout ça? Eh ben, alors je me trompe peut-être, hein, mais justement, les cartes CF Express de type A, à mon avis, elles n'ont pas le débit suffisant pour ces formats vidéo-là. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas du tout de RAW en interne, ni de ProRes, ce Sony. Donc c'est quand même une limitation, hein, dont il faut bien être conscient, hein, par rapport aux autres boîtiers de la concurrence. Et, voilà, et en plus, 7800 € de plus, quoi. Bon allez,
Fin de l'histoire. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires de ce boîtier déjà, et surtout de son placement prix. Et puis, écoutez, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner. C'est toujours plaisir. Au revoir.